Shalom la famille, je suis heureuse de vous retrouver avec Luc, donc pour notre émission d'athée à chrétien zélé. Alors j'aime beaucoup ce titre parce qu'il veut dire énormément, énormément. La vie de notre frère Luc est très riche. Voilà, le Seigneur vraiment a fait de toi un homme riche, hein. Et d'ailleurs, tu aimes beaucoup l'histoire du jeune homme riche, mais riche au sens voilà du Seigneur. D'ailleurs, je discutais avec quelqu'un cette semaine à propos de pouvoir, de richesse, de gloire. Et je lui disais que si ce n'est pas en Dieu, ben, je crois vraiment que ces choses-là, il faut faire très attention. Attention donc à la recherche de la gloire, à la recherche de la richesse et à la recherche du pouvoir. Si ce n'est pas en Dieu, hmm, attention, je mets les grosses alertes. Ding, 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 ding. Alors voilà, donc aujourd'hui, notre frère Luc va nous partager, donc spontanément comme d'habitude, voilà, en se laissant guider par l'Esprit Saint. Mais je crois que tu souhaitais partager du coup peut-être sur le thème suivant. N'aie pas peur d'aller jusqu'au bout de tes rêves, là où le vent t'amènera. Voilà, donc on t'écoute et puis que tu te laisses guider par le Seigneur. Et comme vous connaissez Luc maintenant, je pense, il aime bien aussi voilà faire des petites anecdotes par-ci par-là. Moi, j'aime bien. Je suis toute oui. Allez, Luc, c'est à toi. Ça Bon, bénit. on va commencer, si tu veux, par une vidéo. Donc, je t'en parlais tout à l'heure en off. Ta vidéo que tu as postée, alors que tu l'as nommée témoignage. Euh, Moi, je n'ai pas vu un témoignage, j'ai vu plutôt comment on appelle ça, une catéchèse ou un sermon. C'était ah ouais, ouais, c'était très très beau et je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Je ne sais pas, tu l'as postée quand? Je crois que Euh, cette c'est semaine, très je récent. crois. Oui, c'est très récent, oui. Voilà. Donc là, on est le combien? On est le 4 ou le 5? Le 5, oui. Du coup, je vais la mettre en fin de vidéo. Je vais la mettre pour vous en Voilà. fin de vidéo. Voilà, ça sera Ouais, plus ouais, facile à trouver. elle est très très belle. Et alors, tu vois, ça va te surprendre ce que je vais te dire, mais bon, je l'ai regardé jusqu'au bout. Et entre moi, je me disais, mais il faudra que je lui dise à Ingrid qu'elle elle en fait un peu trop. C'est un peu trop, comment dire, euh, enfin, disons que c'est vraiment axé pour des cathos, des chrétiens et, et puis le lendemain, donc ça c'était le soir, je l'ai regardé lundi soir. Et le lendemain, dans la journée, je bossais parce que je fais des travaux à la maison. Et je bossais, et puis je repensais, et je me dis, mais tu n'as rien compris. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ingrid, elle n'a pas eu la même éducation que toi. Elle est née sur une île, elle a vécu une autre façon, tu as été à l'église, etc. Tu as eu une éducation chrétienne que je n'ai pas eue. Et donc, je me suis dit, ben, au fond, Ingrid, elle a un petit peu la démarche de Saint-Pierre, et moi, c'est plutôt Saint-Paul. Et le lendemain et le soir, enfin non, le lendemain matin, donc on lit, tu sais, tous les matins, on lit la Bible. Et le lendemain matin, c'était, je te donne un mille, c'était alors euh, Galates 1, je l'ai noté parce que 13 en 24, et c'est Saint Paul qui parle de sa mission, et il explique, il dit, moi, quand il a commencé sa mission, il n'a pas été voir Pierre ni personne. Il est parti direct et il a été évangéliser les païens. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ça, parce que je n'ai pas été formé, j'ai eu aucune formation biblique ni rien. Enfin, si, la Bible, je l'ai lue, mais je n'ai pas été formé, disons, je n'ai pas fait d'études bibliques. Et donc, et puis, j'ai témoigné de ce que je vivais. Et Saint Paul, en fait, il avait une formation, lui, euh, de, une formation très, très poussée, donc de juif, mais là, il a été porter la parole de Jésus qui n'a rien à voir.
Et donc, il n'a pas été l'apporter aux Juifs, parce que sinon, il se serait fait zigouiller, parce que renier sa propre foi, c'est pas très bien. Donc, il a été l'apporter aux païens. Et donc, toi, tu as en fait, et alors, après, ce matin, encore mieux, ce matin, il y avait la suite. Et la suite, c'est, alors attends, je l'ai noté aussi, je ne sais pas où. La suite, c'est Galates 2, 1 à 14. Et là, en fait, c'était la réponse. C'est Saint Paul qui va voir Pierre, et là, il fait railler tous les deux, parce qu'il arrive, et Pierre, qui voulait pas parler, qui croyait qu'il fallait pas évangéliser les païens, donc avec Paul, qui lui, ça faisait 3 ans qu'il évangélisait, donc là, il y a un gros conflit, et donc j'ai pensé à nous, j'ai dit, mais voilà, tu n'as rien compris, c'est qu'il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Donc chacun a son charisme et est envoyé donc en fonction de ce qu'il a reçu. Et voilà, donc je trouvais que ça m'a profondément touché parce que, et ça m'a travaillé pendant 2 jours, j'arrêtais pas d'y penser, ça revenait en boucle. Je bossais, alors comme je fais un travail physique, tu vois, le cerveau, il peut continuer à bosser. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Elle est très intéressante. Voilà. Amen. Alors, c'est Alors, vrai que le païen que j'étais, il n'aurait pas pu l'écouter même 30 secondes. Il aurait coupé le souffle. mais Mais par contre, justement, le chrétien que je suis devenu a beaucoup aimé. et justement, il y a la nouvelle évangélisation qui est d'évangéliser dans nos églises, donc d'évangéliser des personnes qui ont justement une éducation religieuse, mais qui ne savent pas forcément qu'il y a il y a des conversions justement qu'on peut vivre et puis vivre encore, etc. Et il y a l'évangélisation qu'on connaît de base qui est justement d'aller chercher celui qui est loin, qui connaît pas du tout le Seigneur. Mais il y a cette... Ouais, Parce que quand j'avais entendu la nouvelle évangélisation, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, c'est tout simplement d'évangéliser dans l'église. alors, Voilà. il y a un truc qui me vient là. Je vais te faire un petit témoignage là. Alors, on est en dehors du sujet qu'on va aborder tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, hein, on Pour fait comme d'habitude. l'instant. On fait comme d'habitude. C'était il y a quelques années de ça. Donc, j'étais déjà converti. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais converti. Ça fait 20 ans maintenant. Donc, il y a 10 ans à peu près. Et, euh, et j'allais m'entraîner avec un groupe on était 4 ou 5 copains. On avait un prof et on s'entraînait 2 fois par semaine, tout l'hiver. Et puis l'été, c'était les tournois. Et donc, au bout de 2 ans, donc moi, je ne fais pas du tout de prosélytisme. Ça, j'en ai jamais fait et c'est pas mon truc. Mais par contre, tu vois, quand il disait par exemple, bon, on a un tournoi dimanche matin, alors je disais, ah non, moi le dimanche matin, je ne peux pas venir, je vais à la messe. Alors ils se marraient tous parce qu'ils n'y croyaient pas du tout. Mais je ne venais pas le dimanche matin. Et puis la fois d'après, j'ai dit, non, je vais à la messe. Et puis donc, au bout de 2 ans, il y a un copain, alors je pense qu'il a attendu 2 ans parce que c'est la seule fois où lorsque, à la fin de l'entraînement, on s'entraînait 2, 3 heures à peu près, le soir, on finissait à 9 heures du soir. Et en plein hiver, tu vois, il fait froid, mais on était trempes, donc on ne sentait pas le froid. Et donc, sur la voiture, dans le parking, on discutait de choses et d'autres. Bon, pendant demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis chacun rentrait chez soi. Et ce jour-là, aucun des autres copains sont venus, il n'y en a qu'un qui est venu. Il vient me voir et il me dit, tu as une énigme pour moi. Ah bon, je dis, pourquoi? Alors, alors, il faut que je précise quand même le personnage. C'est un type, on va dire, c'est un milliardaire. C'est quelqu'un qui a hérité d'un patrimoine énorme, formation d'ingénieur, euh, il joue au tennis super bien, il a tout. C'est le physique de Georges Clooney, tu vois.
quelqu'un que quand tu le côtoies, tu as l'impression il est distant parce que il sait qui il est, tu vois. Mais en fait, il est très gentil, mais assez distant. Et donc, moi, à cette époque-là, donc pour fixer, tu vois, comme feraient les jésuites, il faut se mettre dans le contexte. Moi, à cette époque-là, on avait le domaine viticole, donc on avait une trentaine d'hectares avec une cave particulière. Je faisais des opérations immobilières. J'arrivais avec mon 4x4 ou des fois avec ma grosse moto. Donc, tu vois, tu vois un peu, vu de l'extérieur, hein, je dis ça pour s'imaginer. Donc, en gros, j'étais, je faisais partie de son sérail, quoi, tu vois, du même environnement. Et il me dit donc, tu es une énigme pour moi. Alors, j'étais, ouais, ben, explique-toi. Et il me dit, comment ça se fait qu'un mec comme toi, il me dit, bon, tu es intelligent. Je dis, oui, ça, tu as raison. Euh, non, donc il me dit, comment ça se fait qu'un mec comme toi soit chrétien? Et alors, donc je sais pas ce que je lui dis. Et il commence à m'expliquer. Il me dit, tu sais, moi, ça fait 20 ans, tous les 15 jours, je vais voir un psy. Et il me dit, j'ai une femme magnifique, j'ai deux enfants qui sont, c'est les premiers à l'école, ils sont superbes, et c'est vrai, j'ai de l'argent, j'ai tout, mais ça ne va pas dans ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors, je commence à lui parler, et puis je lui dis, écoute, va voir un ami. J'avais un ami qui est de la communauté des béatitudes, et donc, il va le voir. Quelques mois après, il me dit, je te remercie. Un an après, ou je sais pas, un certain temps après, je le vois à l'église du village. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Parce que ça me surprend quand même. Et il me dit, mon fils a demandé, son fils avait 12 ans, et donc ils n'étaient pas du tout cathos dans la famille, hein. Et comme il avait son père qui se convertissait, il a demandé le baptême. Alors je dis, waouh, déjà, ça c'est bien, tu vois. Et puis il m'a dit, tu sais, euh, il s'est passé quelque chose parce que je suis devenu, comment on appelle ça, quand on visite l'hôpital, aumônier. Je suis devenu aumônier à l'hôpital de la grande ville. Avec Isabelle, on a eu les larmes aux yeux. Tu imagines, moi je me suis, alors il me dit, mais c'est compliqué parce que quand j'arrive là-bas, il y a toutes les infirmières qui me sautent dessus. Alors, physique, Georges Clooney, tu arrives en Ferrari, tu vois, et qui va visiter les petits vieux et les gens malades et tout ça. C'est complètement anachronique. En fait. Voilà. Et donc, ce gars, voilà, il a vécu une conversion, mais alors là, j'ai été scotché. Et pourtant, j'ai rien dit. C'est simplement mon attitude qui a fait que, tu vois, c'est pour ça, là, je te parle de ça parce que il est pas, enfin, pour moi, c'est pas la peine de parler. J'ai pas besoin de parler beaucoup. Bon, en plus, je fais les deux. Mais j'ai pas besoin. De fois, je parle pas parce que dans l'environnement où je suis, c'est très rare que j'en parle. Ou alors vraiment, je sens une ouverture et bon, je vais dedans et voilà. Mais en général, je me laisse conduire et je ne me trompe pas trop en règle générale. Mais voilà. Mais lui, j'avais jamais parlé de rien. Mais c'est simplement dans l'attitude et le fait de temps en temps balancer un petit truc sous le ton de la plaisanterie, eh bien, ça a déclenché ça. Tu te rends compte un peu de Aumônier, c'est quoi? Amen. C'est incroyable. Non, C'est quelque chose. je rends grâce à Dieu. Je comprends, il y a une fois sur Radio Saint-Louis, j'avais entendu un enseignement, il y a un prêtre, je crois, qui disait que ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Et je me dis, Exactement. ouh là là, ah ouais, chaud.
Et au travail d'ailleurs, effectivement, on ne sait pas toujours comment parler aux personnes du Seigneur, surtout si on voit, je sais pas moi, qu'elles sont tristes ou autres. Mais c'est vrai que juste par qui on est, par exemple, je sais que l'année dernière, j'ai des collègues qui me disaient, mais pourquoi tes dents sont toujours dehors? Mais vraiment comme ça, si je traduis en anglais, de l'anglais au français, ça donne ça. C'est vraiment, mais pourquoi tes dents sont toujours dehors? Parce que le matin, j'arrivais et puis je souriais comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je souriais, c'était comme ça en fait. Et je me disais, mais en fait, je suis en Angleterre, il fait gris, il fait froid, ma famille est loin de moi, il y a mon époux qui est ici avec moi, mais sinon, à part ça, voilà, dans cette ville, on est tout seul, etc. Mais je rends grâce à Dieu parce que finalement, ben, j'ai ci, j'ai ça, il m'a tout redonné finalement de ce que j'ai pas. Après, c'est pas pareil, c'est différent, mais j'ai fini par aimer ce que j'ai. Donc je souris, Dieu prend soin de moi. Et du coup, c'est pour ça que je souriais, je pense. Et finalement, ça touche. Et à ce moment-là, ben, si les personnes sont ouvertes, ça peut être quelque chose justement où on peut commencer à parler éventuellement. Et je me souviens d'une amie qui était plutôt athée. Et un jour, je l'ai entendue pleurer parce que c'était ma voisine. Et j'ai eu dans le cœur, écris-lui une lettre. Et je lui ai écrit une lettre, mais en lui parlant de l'amour. C'était bien clair dans mon cœur. Il fallait pas que je dise quoi que ce soit d'autre. Il fallait que je dise l'amour avec un grand A. T'aimes ceci, cela. Et je sais plus ce que j'ai écrit dans la lettre. Mais en tout cas, je disais que Dieu l'aime, mais en l'appelant l'amour avec un grand A. À partir de Voilà. ce jour-là, elle a pleuré et elle a commencé à parler à Dieu. Et elle m'a disait, tu sais quoi? Je parle à Dieu. Je parle toute seule dans ma chambre. Et elle était 100% athée. Elle m'appelait l'illuminée, parce que moi, du coup, je lui parlais même pas. Elle m'écoutait juste chanter mes louanges, tout ça, parce qu'on était voisines. Donc, elle disait, le jour où elle voudra croire, elle sait qu'elle a une voisine illuminée à côté. Elle ira la voir. Donc, elle était vraiment en mode comme ça avec moi. Mais comme elle allait pas bien, je crois que le Seigneur a permis que je sois là au bon moment, en fait, et que j'écrive quelque chose. Et ça a été comment dire, la petite fissure par laquelle il est passé et tout. Donc, je rends grâce. Et il y a une autre aussi, un jour, j'ai eu dans le cœur, prends-la dans tes bras et puis après, chante-lui une chanson, qui parle de Dieu le Père. Et après ça, quelques jours après, elle est revenue vers moi, elle me dit, Ingrid, je suis chrétienne! Mais c'est pas parce que j'ai chanté. Je pense que ça n'a été qu'une petite graine. Et quelqu'un d'autre est venu lui dire quelque chose. Et les deux, en fait, combinés. Et puis la grâce de Dieu, ben, ça a fait que aujourd'hui, elle croit en Dieu. Voilà. Donc, voilà, le Seigneur nous montre ben, qu'il y a différentes façons de pouvoir toucher les personnes. Et ça commence par ben, juste notre attitude, en fait. Alors, on va commencer. Bon, j'ai écrit le début en quelques minutes, là, donc je vais le lire parce que sinon, on risque de déborder et de faire plusieurs vidéos parce que ce que je vais essayer de faire là, dans ce récit, c'est à la fois un récit et un témoignage. C'est une aventure et un témoignage, donc ça peut toucher un peu tout le monde. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, on verra bien. Alors, Sens-toi libre. S'il faut faire après une autre émission, il n'y a pas de souci. D'accord? ouais, Sens-toi libre. voilà, on verra bien ce que ça donne. Ok. Mais tu verras, je pense qu'après, ça peut appeler autre chose derrière. Alors, donc, n'aie pas peur d'aller jusqu'au bout de tes rêves, là où le vent t'emmènera. C'est le titre que je donnerai donc à ce témoignage. Il est différent des précédents, en ce sens qu'il s'agit d'une histoire de bateau, et plus précisément le voilier sur lequel on vit 6 mois par an depuis novembre 2015, et donc qui est basé en Martinique. Donc je vais également essayer de décrire succinctement le cheminement qui m'a conduit jusque là où on est aujourd'hui. J'ai la faiblesse de penser que cela peut donner de l'espoir à quelqu'un, bien que chacun de nous ait sa propre route, sa propre singularité, et puis sa propre relation à Dieu ou pas. Alors, quel rapport le bateau a-t-il avec la foi, me diras-tu? Eh bien, d'abord, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est Espalut.
Espalut, ça signifie, c'est de l'occitan. Ce mot m'est venu parce que la construction du bateau, en fait, quand je l'ai construit, j'ai trouvé qu'il était super solide, un peu trop même, parce que ça l'alourdissait un peu. Et à cette époque-là, il y avait une BD en occitan qui était le pendant de Astérix et Obélix. Et donc, en occitan, Astérix, c'est Astérix qui est le fort là, le plus gros, Obélix. Bon. Et Obélix, donc, en occitan, ça se dit espalut. Espalut, ça veut dire large d'épaule, solide. Espalut. On dit espalut, espalut. Voilà, et donc j'ai dit, voilà, il va s'appeler Espalut. Donc ça, c'est son nom de baptême. Tu sais que tous les bateaux ont des noms de baptême et on ne Oui, oui, oui. débaptise pas un bateau. Oui, 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 tout à fait. Bateau, En voilà. Martinique, Vous il y a regardez, beaucoup c'est de le noms. même nom. Il y a beaucoup de noms Voilà. catholiques ou chrétiens en Martinique. Emmanuel, Agnus Dei, Voilà. Oui, ça c'est sur les petites barques ou les trucs, mais bon, les pêcheurs, ouais. les pêcheurs, mais les plaisanciers comme moi, tu n'en vois pas beaucoup. Il y en a très peu des bateaux. Je les fréquente, donc je sais. Alors, voilà. Donc, et chacun pourra entendre en creux ce que comment Dieu suscite des dons, utilise des prédispositions à des fins de témoignage. Et je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de synthétiser un demi-siècle, rien que ça. Un demi-siècle, tu vas voir pourquoi. C'est un demi-siècle de passage du rêve de l'enfant athée, celui que je fus, et la réalisation de ce qui deviendra une passion qui m'amènera au-delà des océans, là où je n'avais pas prévu d'aller, vers la mission dont je n'avais jamais rêvé et surtout pas souhaité, et que, et que je n'aurais pas imaginé être en capacité de mener. Cependant, je dois l'avouer que ces missions me donnent beaucoup de joie. C'est très ambigu, mais clairement, cela procure un véritable sens à ma vie. Et même si cela contrarie fortement mes projets de navigation, et ce depuis 5 ans. On verra par la suite pourquoi. Alors, oui, c'est très important ce que je vais dire. À un certain moment dans ce récit, il sera question de conversion et par voie de conséquence de spiritualité et d'événements en relation avec l'invisible. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque Bernadette Soubirous à Lourdes témoignait à son évêque des visions et messages de la Vierge Marie, ce dernier lui rétorqua: « Et tu crois qu'on va te croire ?» Quelle fut sa réponse? « On ne m'a pas dit de vous le faire croire, on m'a dit de vous le dire. » Voilà. Alors, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Amen. Alors, d'autre part, et pour terminer cette introduction, mes propos n'engagent que moi. Je n'ai pas de formation en théologie, je ne détiens pas la vérité, uniquement ma vérité, issue d'une expérience et d'une relation avec l'invisible, passée à l'épreuve du discernement, et c'est pourquoi je peux témoigner avec force et assurance, malgré mon relatif récent chemin de converti, puisque ça fait 20 ans, donc c'est beaucoup et c'est peu. Donc cette histoire commence un jour de printemps. Alors pourquoi printemps? Je ne me souviens pas vraiment, mais ça fait bien. Donc il y a fort longtemps, je devais avoir 10-11 ans. Et donc lors d'une rare sortie scolaire, nous étions à une dizaine de kilomètres de notre village, au bord de la Méditerranée, à l'embouchure de l'Hérault, en bout de la digue. Et la maîtresse nous contait l'histoire maritime de notre petit village. Autrefois, c'était un port et un lieu de stockage en douane du sel, du vin, aromates, etc., qui étaient importés successivement par des marchands grecs, gaulois, romains, etc. Donc, l'histoire de mon village, elle est très très belle.
pourtant, maintenant, on ne peut plus remonter l'Hérault. On ne passe plus. Mais à l'époque, voilà, ils remontaient à la voile tous les ronds. Et donc, durant cet enseignement, je n'avais Dieu que pour un voilier au large. Je l'écoutais parce que c'était intéressant, mais moi, j'avais repéré un voilier tout au large là-bas, tout au fond dans la mer, qui faisait route vers nous. Et alors, pourquoi j'ai été attiré par ce voilier, j'en sais rien. Parce que je dois préciser que dans ma famille, on est des terriens, on est des vignerons de père en fils. Donc, la mer, on y habitait à 5-10 km, on n'y allait jamais. Le bateau, j'ai jamais fait de bateau de ma vie, jusqu'à l'âge de 20 ans. Je ne suis pas monté sur un bateau, tu vois, ça paraît bizarre, hein. Et, et donc, dans ma famille, les bateaux, la voile, tout ça, c'était pour les milliardaires ou pour je ne sais pas qui, c'était pas pour nous, quoi. C'était, on n'y pensait même pas. On était vraiment des sédentaires. Que ce soit dans mon entourage, dans la famille, dans tout le village, il n'y avait pas un seul jeune qui avait. Donc, je ne sais pas d'où c'est venu ça, cette passion. Et je ne m'explique pas donc cet engouement, et qui perdure encore aujourd'hui. Et ma maman, un jour, pendant la construction du bateau, elle m'a dit, tu sais, un jour, on a été à Marseille, au Château d'If. Alors, le Château d'If, il est c'est une île qui est un petit peu au large et on y va avec des petites navettes, des barques, quoi. Et j'ai pleuré à l'aller et au retour. J'avais 3 ans, je ne m'en souviens plus, mais elle m'a dit, tu pleurais tout le temps. J'avais le mal de mer et j'avais la trouille. Et c'est ce qui avait fait dire à mon père, oh ben lui, c'est sûr, on n'en fera pas un navigateur. Donc j'avais, parce que j'ai toujours le mal de mer. Je suis pendant. Alors, je le dis pour ceux qui disent, parce que souvent j'entends, moi je ne fais pas du bateau parce que du voilier, parce que j'ai le mal de mer. Mais moi, je vais le mal de mer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça dure, alors pour moi, ça dure 3 jours. Alors peut-être c'est parce que je suis chrétien, parce que le troisième jour, je ressuscite. Je ne sais rien. Mais c'est vrai, ça dure 3 jours. Après 3 jours, c'est fini. Mais pendant 3 jours, je suis malade, mais à vomir. Alors, je barre le bateau parce que Isabelle, elle est en bas, donc je suis bien obligé. Mais c'est super dur, quoi. Et je vomis, mais j'ai plus rien à vomir. Mais au bout de 3 jours, ça y est, tout va bien. Alors maintenant, je prends des petits cachets, ça va un peu mieux. Mais bon, donc c'est pour dire que j'avais pas grand-chose pour me lancer dans une aventure comme ça. Et donc, je ne sais pas où j'en suis, mais bon, bref. Euh, donc, oui, j'avais toujours cette idée, ce bateau est resté ancré en moi toute ma vie. Et j'étais sûr qu'un jour je l'aurais. D'ailleurs, lorsque le bateau est arrivé, qu'il est rentré qu'il a passé la digue et qu'il est passé devant nous, il est passé à 2 mètres, tu vois. C'était un magnifique voilier blanc avec 2 mâts. Bon, j'y connaissais rien à l'époque, mais il était blanc avec 2 mâts sous voile. Waouh, c'était. Et quand il est passé devant nous, je me suis retourné devant mes copains et la maîtresse et je leur ai dit, un jour j'aurai le même. Je me rappelle comme si c'était hier. Un jour j'aurai le même. Ils se sont tous foutus de moi parce que la probabilité que ça arrive, elle était nulle. Donc, voilà, tu vois, c'était vraiment un truc. Et ça n'a pas arrêté de me travailler. Donc, après, il y a eu les études, etc. Je suis parti à l'armée, j'ai devancé l'appel. Et à 20 ans, je trouve un job intéressant, bien payé. Euh, et pendant 5-6 mois, tout se passait bien, mais bon, je faisais beaucoup la fête à l'époque. La voiture, le loyer, etc. Et donc, à la fin du mois, il me restait un peu d'argent, mais je me suis dit, waouh, avec ça, il va te falloir 40 ans pour te payer un bateau. Donc, il faut que tu trouves une solution. Alors, dévaliser une banque, bon, ce n'était pas trop dans mes gènes, hein, je n'ai pas eu cette éducation. Donc,
je me suis dit, bon, il faut trouver une solution. Alors oui, voilà, je ne suis plus mon truc là. Je, je dois dire une chose, c'est que, aussi loin que je me souvienne, tout gamin, j'étais sûr, mais je ne sais pas, tu sais, il y a des certitudes des fois, des trucs, tu sais que ça va se produire, et ça se produit. J'étais sûr que ma vie professionnelle, ma vie d'adulte, elle serait, elle serait intéressante, je gagnerais de l'argent, que j'aurais pas de soucis, que tout se passerait bien. Donc, je languissais, j'avais une hâte de rentrer dans la vie active, tu ne peux pas t'imaginer. Les 12 mois d'armée, ça a été atroce, parce que là, j'étais obligé d'y aller, mais ça a été vraiment très dur. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai trouvé un boulot super payé, intéressant, mais il y avait un petit bémol, c'est que j'avais aussi la certitude absolue qu'à 50 ans, le jour de mes 50 ans, je mourrais. Donc, ça, c'était sûr. Et c'est ce qui a joué après un rôle dans le fait que j'ai, tu vois, je voulais me payer ce bateau. Je savais que j'avais, alors tu me diras, 50 ans, mais attends, il me semble qu'il y a quelques décennies que tu les as passées. Oui, oui, mais pourquoi? Parce que si j'avais lu la Bible, j'aurais compris. C'était une mort pour une renaissance. Et pour moi, c'était une mort. Et tu verras qu'après, et en fait, c'est ce qui s'est produit, c'est que à 47 ans, j'ai vécu ma conversion, 3 ans de combat spirituel, et le jour de mes 50 ans, renaissance. C'est-à-dire que le jour de mes 50 ans, ben, là, j'ai vraiment été libéré des combats spirituels et je suis rentré, je suis né à nouveau, comme dit Jésus à Nicodème. Donc, c'est Amen. exactement ce qui s'est produit. En fait, tout ce que j'avais pensé s'est produit, mais pas comme je l'imaginais. Le reste aussi, d'ailleurs. Le reste aussi, tu verras. Et donc, j'avais cette idée et je me dis, non, il faut que tu trouves une solution pour gagner de l'argent plus rapidement. Et alors, je discutais avec plein de gens. C'était un énorme chantier à Fos-sur-Mer, donc il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et donc, je discutais avec tous les premiers que je voyais, un qui était un peu bien sapé et tout ça, j'allais le voir et je disais, tu bosses où, d'où tu viens? Alors, il y en a beaucoup qui me disaient, ben moi, j'arrive d'Afrique ou j'arrive d'Amérique du Sud ou je travaillais pour une boîte, hein, j'étais expatrié. Et alors, je lui disais, mais tu gagnais. Alors, il me dit, ouais, il me donnait les salaires. Waouh, je dis, ouais, mais c'est ça, alors c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais j'avais pas la formation, j'avais pas l'intériorité, enfin, j'avais rien, quoi. Donc, envoyer un CV, c'était même pas la peine. Alors, je rappelle qu'on était dans les années 70. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. On était dans les années 70. Dans les années 70, toi, tu n'as pas connu, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Tu vois, c'était le Moyen Âge, hein, vraiment. Et les jeunes comme moi, et les jeunes comme moi, ils sortaient de l'école, ils prenaient un boulot et ils restaient aux alentours du village, tu vois, pas très loin. D'ailleurs, on fait tous les 10 ans, on se réunit, on est une centaine de copains de l'école d'ici, de mon village, là, puisque la plupart sont par là. Et ils sont tous restés dans le coin. Je suis le seul à être parti à l'étranger, d'ailleurs le seul à faire du bateau. Bref, je suis un peu ici. Bon, bref. Donc, je me suis dit, euh, j'avais une motivation, et c'est ça que je voudrais, c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que souvent, je vois des gens qui se replient sur eux-mêmes, qui envoient des CV ou qui n'osent pas. Je pense que si ta motivation c'est l'argent, à mon avis, ça ne va pas trop coller. Mais si tu as quelque chose
je ne sais pas, chacun peut avoir, construire une maison, ou, je ne sais pas, chacun peut avoir. Si tu as un but, si tu as un but vraiment fort qui te motive, c'est impossible que tu n'y arrives pas. Parce que tu vas faire des choses que tu n'aurais pas fait. Et donc, en discutant, il y en a un qui me dit, ben, ma société recrute en ce moment, mais il me dit, bon, il faut il faut des diplômes, etc. Il faut avoir fait telle étude. Bon, je n'avais pas du tout le profil. Et je lui dis, elle est où ta société? Alors, il me dit, bon, c'est une multinationale, tu vois. Alors, je me suis pointé à la Défense à Paris, là-bas, et de mon petit sud ici. Et, et alors là, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais c'est une histoire, parce qu'en plus, j'avais 20 ans. Ouais, j'avais pas tout à fait 20 ans. Oui, si, j'avais 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et en plus, j'en paraissais 18, tu vois, je faisais plus jeune que mon âge. Donc, je pense, en réfléchissant, je pense que les secrétaires ont cru que j'étais le neveu du DRH, tu vois. Et donc, je suis passé par, par tous les trucs, et je suis rentré dans le jeu. Je ne sais pas si elles m'ont dit ah, vous êtes le. J'ai dit ouais, 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 ouais. Oh, bon. Et je me suis retrouvé dans le bureau du DRH. Lui, il n'a rien compris. Il me voit. Et puis, alors, le bol que j'ai eu aussi, c'est qu'il allait prendre sa retraite quelques mois après. Et que j'ai su après, en discutant, qu'il avait un neveu. Et donc, il m'a vu à moi, avec la détermination que j'avais. Je suis resté 2, 3 heures à discuter avec lui, mais j'étais hyper déterminé. Et il me dit, à la fin, il me dit, bon, vous n'avez pas le profil, mais j'avais rien, quoi. J'avais absolument rien pour rentrer dans le cadre. Et il me dit, je vais vous faire un contrat de 3 mois pour le Gabon, pour un chantier au Gabon, mais il ne sera pas renouvelable. Réfléchissez bien, parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'était on était dans les années 70, c'était le premier choc pétrolier, on était dans une récession énorme. Donc, les boîtes viraient à tour de bras. Et il me dit, réfléchissez bien, parce que le boulot que vous avez actuellement, quand vous allez revenir, vous ne le trouverez pas. Et là, nous, c'est fini. 3 mois, ça ne sera pas renouvelé. Et je lui dis, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Et en fait, je suis resté 10 ans. Je suis resté 10 ans parce que, parce que si tu veux, bon, j'ai cette faculté aussi qu'ont les hypersensibles. J'en ai déjà un peu parlé. C'est que je perçois les choses très, très vite. Et techniquement, il suffit que je vois faire quelque chose, je peux le reproduire et même l'améliorer parce que je, je, je vois en 3D comment on fait, enfin ce qui se fait, et puis je vois où ça foire, où on peut améliorer les choses. Et donc, il se trouve que 2 mois après là-bas, donc je devais former des gens, donc, et puis il y a un ingénieur qui tombe malade d'un cancer, il est rapatrié en France, il est décédé d'ailleurs. Et donc, le responsable là-bas me dit, bon, écoute, on n'a personne sous la main, est-ce que tu veux le remplacer? Alors, j'ai dit, ah ben ouais, ouais, pas de problème. Et il se trouve que j'avais observé, et en fait, eh ben, j'ai fait beaucoup mieux que lui, parce que le chantier qui devait durer 1 an, je l'ai fait en 8 mois, avec toute une équipe, parce que comme l'équipe que je dirigeais était plus âgée, mais je sympathisais avec eux, j'étais tout le temps avec eux, alors que les autres responsables, eux, ils restaient dans les bureaux au clim, etc. Moi, j'étais tout le temps avec eux, je discutais et tout ça. Bon, voilà. Enfin, bref, j'ai eu une promotion éclair. Et au bout de 10 ans, alors, j'adorais ce métier. J'étais passionné. Même si on ne m'avait pas payé, j'aurais presque payé pour bosser. Tellement j'adorais ce métier. En plus, je voyageais. En fait, c'était vraiment fabuleux.
Et quand j'étais au Gabon, donc après quelques années, j'avais les moyens de m'acheter le bateau. Mais mon métier était tellement passionnant que j'ai dit, bon, on verra plus tard. Et au Gabon, donc la première année, j'ai tout de suite, il y avait un club de tennis et puis un club de voile. J'ai réussi à me faire prêter un petit dériveur, un petit voilier. C'est la première fois de ma vie que je montais sur un voilier, un dériveur. Et il y avait un copain de mon âge, je devais avoir 21 ans, là. Il y avait un copain d'une société concurrente qui me dit ouais, ouais, mais moi j'y connais, ouais, j'ai fait de la voile, les dériveurs, je connais. Alors je me fais prêter ce truc, ce dériveur, 4,70 m, et on le met à l'eau. Et puis je lui dis bon, mais prends la barre. Il me dit ah, mais non, 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 moi je ne prends pas la barre. Et je dis mais moi j'y connais que dalle. Je connaissais la technique sur le guide des Glénans, tu vois, j'avais appris et j'étais incollable. Je pouvais te dire ça c'est le vide de mulet, ça c'est la drisse, ça c'est l'écoute, ça, mais la pratique, je ne connaissais rien. On a, donc on part, moi je prends la barre, et lui il était à côté au rappel. On a dessalé toute la journée, c'était un samedi, on faisait 1 mètre, on faisait 2 mètres. Il y avait tout le club, parce qu'il y avait un club à côté, tu vois, avec tous les expatriés. Ils se marraient. Le dimanche, alors le samedi soir, dans la nuit, j'ai revisionné tout, comme je te dis, j'ai beaucoup d'imagination, et j'ai vu là où il y avait le problème. Et le dimanche, 1 heure après, ça y était. On commençait, et là, wow, c'était super, on a navigué. Le dimanche, le samedi d'après, il y a tout le club qui arrive, là, le club des voileux qui arrive, c'était des ingénieurs de chez Elf, et il me dit, on fait une régate, tu l'as fait avec nous. Il ne savait pas qu'on était débutants. Et ben, on a gagné la régate. On était cinq voiliers, on a gagné la régate. Et voilà. Et donc là, je me suis, pendant 2 ans, c'était extraordinaire. Port Gentil, vraiment, je garde un souvenir. Les sorties, parce qu'il y avait des boîtes de nuit. Enfin bon, c'était fabuleux. Puis après, j'ai été au Nigeria, au Cameroun. Enfin bon, j'ai fait plein de pays. Et au bout de 10 ans, ma vie n'avait plus aucun sens. J'avais de l'argent, j'avais un métier passionnant, mais j'avais fait le tour. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi cette vie? Et donc j'ai dit, ben, ok, je démissionne et je vais m'acheter le bateau et puis partir. Et donc j'ai posé ma démission, elle a été refusée. Le DRH qui avait changé, il m'a dit, je vous donne 2 ans de congé sabbatique et puis revenez quand vous aurez fait votre tour en bateau. Et donc, bon, à la fin, au bout des 2 ans, j'ai démissionné. Donc, je, je cherche. Donc, ça faisait des années que je cherchais un bateau. Tu vois, j'allais au salon à Paris, mais le bateau que j'avais vu, le petit garçon là, de 10 ans, ce bateau qu'il avait vu, je ne le trouvais pas. Et un jour, à 20 km de chez moi, sur un chantier, sur un carénage, tu vois, un endroit où on sort les bateaux pour les nettoyer, je vois mon bateau, celui que j'avais vu quand j'étais gamin. Il était hors de l'eau. Alors, il n'était pas blanc, il était tout bariolé, mais c'était ça. Il y avait 2 mâts, et je ne sais pas pourquoi, c'était celui-là et pas un autre. Alors, je monte à l'échelle, parce que tu vois, il était sur cale, à 3 mètres d'eau à peu près, là, sur la quille. Je monte à l'échelle, je tape. Il y a un bonhomme qui sort, un peu bohème, tu vois. Et puis, je lui dis, je vous achète votre bateau. Alors, le gars, il me regarde, il me dit, mais il n'est pas à vendre. Il me dit, mais je vous l'achète le prix que vous voulez. Puis, en plus, j'aurais donné même le double de ce qu'il voulait. J'étais complètement allumé à cette époque. Et donc, il me dit, non, non, non. Bon, et puis, il me dit, bon, allez, viens voir. Il me dit, viens visiter, tu veux visiter le bateau? Je dis, ah ouais, ouais. Je rentre, on était en plein hiver, tu vois, et dans le bateau, il y avait un petit chauffage, des petits trucs à bois, là. Il faisait bon. Waouh. J'ai dit, ouais, mais ça, c'est mon bateau, c'est pas possible. Alors, j'ai dit, mais tu es sûr que tu veux pas le vendre? Alors, il me dit, non, mais tu n'as qu'à le construire. Alors,
Je dis quoi? Construire un truc comme ça? Il me dit, mais moi j'ai construit celui-là. Oh. Alors là, j'ai fait comme Job, tu sais, j'ai bien considéré, comme Dieu quand il n'as-tu bien considéré Job? Je le regarde, là, je le considère, et puis je me dis, bon, mais si lui l'a fait, moi je vais y arriver aussi, hein. Et donc, il me donne l'adresse de l'architecte qui se trouvait à 20 kilomètres aussi de chez moi, mais de l'autre côté. Je vais voir l'architecte, un catholique pratiquant, pur jus. Moi, j'étais athée à l'époque, complet. Mais je dis ça parce que c'est très important dans la suite. Il faudra se rappeler. Il s'appelait Louis Vernet. Il avait 90 ans, un grand bonhomme, euh, impressionnant, un charisme impressionnant. C'était un ancien capitaine au long cours dans la marine à voile. Il barrait en 3 mâts. Il faisait la course. Ils amenaient du charbon, ils amenaient tout ça. Il m'a raconté des histoires, le Cap Horn et tout ça. Et puis après, à la fin de sa carrière, il est devenu architecte naval et il a eu des prix, il a eu plein de prix parce qu'il avait dessiné des bateaux, il gagnait toutes les courses. Et mon bateau, c'est une extension des bateaux de course qu'il faisait. Et donc, et je lui dis, bon, ben voilà, je vais vous acheter le plan et puis construire. Alors, elle me dit, non, non, mais je ne vous vends pas un plan comme ça. Ah bon, c'est bizarre quand même, hein. Tu vois, tu lui proposes un architecte. Tu vas voir un architecte et tu lui dis, je vous achète votre plan, et il te dit non. Mais non, d'abord, vous allez m'expliquer ce que vous voulez faire, comment, etc. Et après, je vais réfléchir. Alors, on est resté une demi-journée, je lui ai expliqué, je lui ai raconté ma vie, tout ça. Et il me dit, repassez demain, je dois réfléchir. C'est bizarre quand même, hein. Je repasse le lendemain et lui dit, bon, d'accord, mais à une condition, c'est que quand vous commencerez la construction, vous viendrez me chercher à chaque étape de la construction pour que je vérifie si vous n'avez pas triché sur les épaisseurs, sur les épaisseurs. Parce que pour alléger, des fois, les bateaux, tu sais, tu triches sur l'épaisseur de l'acier. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé la construction. J'ai donc 6 mois pour construire. Là, j'étais tout seul. Alors, ce qui est extraordinaire là aussi, c'est que j'avais aucune notion de construction navale, mais aucune. Par contre, la métallurgie, c'était mon métier, mais la construction navale, en fait, si tu veux, on construit un bateau. Je ne sais pas si tu as vu des constructions en bois. On fait d'abord un squelette, tu vois, un petit peu comme le thorax. On fait un squelette et puis on habille ce squelette. Et c'est au millimétré. Mais je l'ai fait avec une facilité déconcertante. Toute la journée, je pensais au travail du lendemain. Et le lendemain, ça se faisait tout seul. Je me faisais du souci pour le surlendemain, ça se faisait tout seul. Et à chaque fois, c'était incroyable, comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'était, ça s'est fait. Bon, par contre, c'était très dur parce que tout seul, c'était un énorme boulot. Et au bout de 6 mois, j'ai fini la coque. Et là, j'étais cassé. Et puis, je me suis dit, 6 mois, il te faut encore sabler, peindre tous les équipements de pont, les mâts, le moteur. Il y en a au moins pour un an de boulot. Je me suis dit, non, moi, ce que je veux, c'est naviguer. Je n'ai rien à cirer maintenant. Je vais m'acheter un bateau, je vais vendre la coque. Et là, mon père, qui m'avait jamais, s'était toujours opposé. Bon, il s'est opposé, mais je l'ai fait quand même. Mais il s'était toujours opposé. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, bon, bref. Et là, il m'a dit, tu as commencé, tu finis. Juste ça. Jamais, il m'avait. Alors, bon, ça m'a tellement surpris ce qu'il m'a dit que j'ai dit, ouais. Et puis, je le remercie d'ailleurs. Tu vois, il est à côté du Seigneur là-haut, mais je le remercie parce que, ouais, ça a été une belle aventure. Très, très dure. Donc, après, voilà, la construction, j'ai continué la construction. J'ai trouvé une association de constructeurs amateurs. On était 5-6. On s'entraidait pour les techniques, mais j'étais seul, quoi. Je l'ai construit tout seul. Donc, ça a été, mais toujours avec une extrême facilité, parce qu'après, tu as toute l'électronique, tu as toute l'électricité, tu as un bateau, tu sais, c'est une maison
avec les WC, avec la douche, avec l'électricité. C'est une voiture avec un moteur, avec des roues, enfin, avec une coque. C'est tout à la fois, en fait. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de techniques, énormément de techniques. Facilité déconcertante pour tout. Et quand je l'ai mis à l'eau, nickel. Il était dans ses lignes. Bon, ça, c'est l'architecte, hein, c'est parce qu'il faut couler. Il y a 4 tonnes de plomb qu'il faut mettre pour répartir le poids, tu vois, en bas de la quille. On verse à la louche. En plein été, j'ai fait ça. Parce il faut mettre 2 kilos ici, 10 kilos là, 100 kilos là, tu vois. Et donc, je l'ai mis à l'eau, c'était nickel. Sous voile, il était. Enfin bon, tout s'est vraiment passé magnifiquement bien. Et donc, quand il était à l'eau, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Partir, donc, partir donc pour un tour du monde, tout seul. J'étais pas marié à l'époque, et je n'avais pas de copine. Et donc, partir pour un tour du monde, je me suis dit, non, je ne suis pas encore prêt. Je me suis dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais, euh, je vais me lancer dans une aventure en hiver au ski et en été avec le bateau du charter. Et donc, j'ai acheté un restaurant en station de ski, enfin, avec une option d'achat. Il m'a resté encore un peu d'argent. Et c'était super parce que là, ça s'est bien passé. Je partais le matin à 8 h, à 9 h sur les pistes de ski, les Trois Vallées. Je skiais toute la journée. J'arrivais vers 5 h. J'avais un cuisinier parce que moi, je ne sais pas cuisiner. Je ne sais même pas faire cuire un œuf. Mais par contre, tu vois, je sais recruter, je sais diriger les gens, organiser. Ça, c'est mon boulot. Donc, et ça s'est super bien passé d'ailleurs. Et donc, j'arrivais, le cuisinier avait tout préparé. Et le soir, on bossait au restaurant. On commençait vers 7 h, 7 h 30 jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Donc, c'était non-stop. C'est évidemment un monde de fou, ça marchait à fond. Mais à la fin de la saison, j'ai dit, la restauration, c'est fini, c'est pas pour moi. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, tu as l'option du charter. Et là, les choses se sont ainsi faites qu'un copain me dit, bon, tu as un bateau, tu as du temps, il me connaissait, il était moniteur de voile. Il me dit, écoute, moi, voilà, je fais du charter cet été, j'ai pas de, j'ai trop de clients, si tu veux, tu fais le charter avec moi. Ah, j'ai dit, ouais, comme ça me permettra de voir comment ça fonctionne. Entre-temps, j'ai rencontré Isabelle, on s'est mariés. J'ai passé un brevet capacitaire parce que j'avais aucune formation pour la navigation. Je naviguais, je savais utiliser, j'avais appris sur des bouquins, j'avais appris la navigation à l'estime. Euh, L'estime, c'est on repère sur la terre un mer, tu vois, une église, un phare ou quoi que ce soit, et puis on fait une triangulation avec un autre et on trouve la position du bateau. Bon, ça, je savais faire. Parce qu'à l'époque aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y avait pas de GPS encore pour les bateaux. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de radar. On n'avait que dalle. On naviguait comme Christophe Colomb à l'époque. Tu vois, c'était, ah ouais, le sextant et la boussole, le compas et les cartes. Donc c'est tout. Donc il fallait être gonflé quand même pour partir, tu vois. Mais bon, j'ai appris à me servir d'un sextant. Euh, Comme j'étais passionné pour ça, ça a été simple. Et, et donc on part. On part on prenait les gens à Barcelone et on les amenait sur les Baléares et retour en 10 jours. Tu vois, on faisait des trajets comme ça. Et donc, on embarque. Donc, Isabelle était avec moi, là, puisqu'on était mariés. On embarque les clients à Barcelone. Et puis, le copain, moi, la météo, c'était pas trop mon truc. J'avais pas vraiment navigué aussi loin. Et donc, je faisais confiance au copain. On regarde la météo. Et je dis, bon, la météo, quand même, elle n'a pas l'air bonne. Il me dit, ouais, mais tu sais, la météo, maintenant, faut pas trop.
faut pas trop s'y attarder, c'est souvent faux. Je dis, ouais, mais bon, quand même, il y a un avis de coup de vent. Non, non, mais c'est bon. En fait, les gens, ils avaient 10 jours et on venait de passer 2 jours. Déjà, on attendait que ça change, tu vois. Et donc, lui, il me dit, non, non, on part. Bon, je me suis dit, si lui le dit, c'est que ça doit être bon. Ouais, sauf que c'était pas bon du tout, tu vois. On est parti. Et donc, ça commence à monter, à monter. Le vent, je réduis la voilure. Il y a 140 mètres carrés de voilure. Et là, je devais avoir un torchon de vent qui devait faire 6 mètres carrés et le voilier marchait à la même vitesse. Donc, pour te dire la force du vent et les vagues, des creux de 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 14 mètres. C'est le cross qui nous a dit après, en arrivant au Baléares, qui nous a dit 14 mètres. Et, et là, euh, moi, j'avais pas du tout peur. J'étais j'étais serein. Euh, Tu vois, on était quand même, c'est apocalyptique, hein, faut s'imaginer faut s'imaginer le truc. Euh, D'abord, le bruit, c'est infernal. Le bateau, quand il était sur la crête de la vague, il fait 15 tonnes le bateau. Quand il était sur la crête de la vague, il était couché, il était à 30 degrés, tu vois, avec quasiment pas de voile. Il partait au surf sur la crête de la voile. Et quand il arrivait au bout de cette crête, il y avait tout l'avant. Alors on est à l'arrière, tu vois, de la barre, elle est à l'arrière du bateau. Et je voyais l'avant qui était hors de l'eau. Parce qu'il était. Et puis tout d'un coup, il descendait pratiquement à la verticale à 5 ou 6 mètres. À 5 ou 6 mètres, il n'y avait plus de vent. Et on arrivait en bas dans le creux de l'onde, il y avait un énorme bruit parce qu'il rentrait dans la vague et il montait à la verticale, et c'était ça tout le temps. Et à un moment, je vois, là on était en pleine nuit, il faut imaginer, on ne voit rien, c'est une nuit noire, donc pas de radar, pas de GPS, rien, on ne savait pas où on était, et le bateau fonçait droit devant, je ne savais pas si on était près de la Terre ou loin, aucune idée, puisque sans GPS, tu ne peux pas savoir, et le sextant, il faut le soleil ou la lune, ou les étoiles plutôt, il faut les étoiles, donc là on ne voyait rien. Donc aucune possibilité de savoir où on était. Et à un moment, je vois un feu rouge et beaucoup plus loin un feu blanc. Ça veut dire qu'il y avait un cargo qui allait nous couper la route. Quand moi j'étais en haut de l'onde et lui aussi. Alors je descends vite à la table à cartes et j'envoie un SOS avec la VHF. Personne ne répond, j'arrêtais pas, m'aider, 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 que dalle. Et puis je vois le feu vert et le feu rouge. Ça veut dire qu'ils nous fonçaient dessus. Et là, Et là, je peux te dire que, alors, tu imagines la scène dans des creux de 14 mètres, aucune possible. Le bateau, tu peux pas, il faut garder aux trois quarts de la vague. Si jamais tu pars de quelques degrés, tu te fais retourner. Et donc, tu coules, quoi. Donc, tu imagines un peu dans quel truc. Et l'autre qui arrivait en face et on ne voyait rien, le noir complet. Et là, j'ai perdu pied. Là, il y avait le, le mari enfin, le client qui était avec moi dehors, et en bas, il y avait Isabelle, son épouse, et une petite fille de 3 ans. Et là, moi, je n'ai rien dit parce que j'avais une responsabilité énorme. Et là, j'ai paniqué, j'ai dit, bon, je vais mettre je partais complètement à volo parce que je me dis, bon, je vais mettre le survie à l'eau, puis je me dis, non, attends, tu déconnes, quoi. Le survie, tu le mets à l'eau, il explose de suite parce que c'était pas possible. Et puis mettre le survie, un truc gonflable, et alors que tu es sur un bateau de 13 mètres, bon. Donc je partais complètement en délire. Et alors j'essayais de me contrôler, je ne montrais pas, tu vois, il s'est apercevé derrière. Et tout à coup, à 50 centimètres de moi, j'étais dans le cockpit, à 50 centimètres de moi dans cet apocalypse-là,
je vois l'architecte. Il était décédé un mois avant que je mette le bateau à l'eau. Et je le vois face à moi, très clairement. C'était comme dans un environnement lumineux. Et il me dit, n'aie pas peur, la route que tu suis est la bonne et tu arriveras à bon port. J'étais pas croyant, hein, j'étais athée et même. Et ben là, immédiatement, une immense paix est descendue sur moi et j'ai su qu'on était sauvés. Et alors, c'est pas fini parce que effectivement, le lendemain matin à 9 heures, le vent s'était calmé, la mer aussi, il y avait des creux moins importants. Et on est arrivé exactement à Soudaléla, face au port, ce qui est absolument impossible. C'est, on est parti à deux bateaux, comme je te disais. Mon copain est arrivé 3 jours après, parce qu'il a dérivé vers la Corse, et c'était normal. On pouvait pas barrer le bateau. Tu suivais la vague aux trois quarts, et donc tu suivais les éléments, quoi. Donc, c'est pas possible qu'on se retrouve là. Eh ben si, on s'est retrouvé face, comme il m'a dit, n'est pas que tu arriveras à bon port. Eh bien, tu vois, cette histoire-là, c'est gravé à ma mémoire jusqu'à ma mort. Après, dans les combats, et dans les combats spirituels que j'ai eus plus tard, je me suis toujours rappelé ça. Parce que c'était ça que ça voulait dire. C'est n'aie pas peur, la route que tu suis est la bonne et tu arriveras à bon port. Et c'est exactement ce que j'ai vécu sur un plan spirituel. C'est ça. C'est-à-dire que le Seigneur m'a fait passer par ces éléments. Là, j'en parle, mais on ne peut pas imaginer ce que c'est des creux de 14 mètres sur un petit voilier, hein, de 13 mètres. C'est inimaginable. C'est un truc, il y avait, je voyais on était en pleine nuit, je voyais des feux de détresse partout, parce qu'il y avait plein de bateaux en détresse. D'ailleurs, il y a eu des disparitions aussi. Donc voilà, c'était pas la rigolade, hein, c'était vraiment. Donc le Seigneur m'a fait passer par un truc pareil pour me préparer à ce que j'allais vivre. Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu après sur un plan spirituel, j'en ai un peu parlé, c'était ça, hein. C'était la mer déchaînée, c'était le truc où tu te dis tu vas pas t'en sortir. C'est pas possible. C'est pas possible de sortir vivant d'un truc pareil, quoi. Euh, Qu'est-ce que je fous là? Amen. Ben, si tu veux, je te propose du coup qu'on s'arrête là pour cette fois. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une suite du coup à cette histoire? Ouf. La suite, elle est longue. Ouais. Ouais, eh ben, La si tu suite, veux, si tu veux en faire une la suite, partie 2, ouais. oui, tu dis. La suite, en fait, tu verras, après, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, le voyage après, quand on est parti, la Martinique, etc. Là aussi, Ben, les j'ai hâte. J'ai hâte de cette partie 2. Je pense que vous aussi. Alors, juste une question avant qu'on puisse conclure. Je vois un bateau derrière toi. Est-ce qu'il s'agit de ton bateau ou oui, est-ce que c'est... Oh, oui. ben, elle est magnifique cette photo, vraiment. Elle est très très belle. Elle est un peu jolie. Si tu veux, je t'enverrai la photo. Alors, Ouais, ça marche. c'est pas la photo sous voile, mais celle-là, Ah, mais elle je est l'ai pas belle parce que quand c'est même. à l'époque. Mais je t'enverrai celle ben, Oui, peut-être j'en vois tu pourras plusieurs, la il n'y a mettre. pas de souci. Ouais. Ce qui était super, j'ai trouvé, j'ai oublié de te le dire. Sur la précédente vidéo, tu as mis des- Les images? tu as gravé des images. Ah, elles sont magnifiques. C'est très très beau le montage que tu as fait là. En plus, c'était Merci. vraiment, ça collait au thème. Aux parties bibliques, oui, oui. Ouais, ouais, Ben, si je peux, je vais essayer de faire pareil pour celle-ci. Mais en tout cas, ouais. ton histoire, elle est très belle. Et effectivement, alors nous, on a fait du bateau en août dernier avec mon époux, mais plus petit bateau que le tien. C'est Obicat ou Laser Ouais, Pico aussi. Enfin, ouais, et le c'est Laser Pico dérivatif. d'ailleurs, il est moins stable parce que le Obicat au moins c'est un Oui, catamaran. il y a deux coques.
Voilà, mais l'autre là, il est moins stable et tout de suite quand on est monté, pouf, on a dessalé. Bon, moi j'ai réussi à m'accrocher sur le bateau, mais il fallait bien que David il tombe, qu'il se laisse tomber en fait pour pouvoir après redresser le bateau. Et donc je me dis, si sur ces tout petits bateaux là, tu vois, enfin, on vit quand même quelque chose, il y a l'adrénaline qui est là et tout. Ouais. Donc j'imagine sur un grand bateau avec une tempête, je me suis dit, mon Dieu, Ah mais oui, non, ça me donne c'est beaucoup très de, impressionnant. ah oui, non, ça me donne beaucoup d'espoir ton histoire parce qu'on aime énormément les bateaux et on aimerait avoir le nôtre un jour pour aussi partir comme ça. On ne sait où, là où le Seigneur nous guidera. Et c'est très rassurant aussi de savoir que le mal de mer et tout ça part, puisque pour être monté aussi sur de gros bateaux, on s'est dit, oh là là, vivre dessus tous les jours, avoir la mer comme ça. Non, Du coup, moi, ça m'a ah, rassurée. Je sais pas pour vous, mais moi, l'histoire m'a parlé sur chaque point que tu as abordé, que ce soit les petits détails comme ça, comme le mal de mer ou la tempête, ou juste le fait d'avoir construit aussi, mon Dieu, mais c'est magnifique. Donc, merci pour cette très belle histoire. Et je vais partager tout de suite avec mon époux qui est arrivé. Je vais lui partager cette histoire. Je pense qu'il sera content. Eh ben, je vous dis à très bientôt, ok. la famille, pour la suite. Je laisse Luc vous dire au revoir également. Au revoir. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo avec notre ami Luc. Ciao!